Merci de rester fidèle à Tchad 24 International. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h30. Au sommaire de l'actualité, le monde célèbre chaque 12 août la journée internationale de la jeunesse. Et puis dans cette édition, nous aborderons la question de la corruption qui affecte notre société à travers une analyse que propose la rédaction. C'est tout pour les titres. Bienvenue une fois de plus. Le Tchad a célébré avec faste le 65e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Fait marquant, aucun dirigeant des pays amis n'a pris part à cette festivité, contrairement aux précédentes commémorations. Une absence qui interroge et soulève des questions sur la place actuelle du Tchad dans l'échiquier géopolitique. On en sait plus avec Hamta Tangassou. La place de la nation au cœur d'N'Djamena a vibré ce 11 août 2025 au rythme des défilés militaires aériens et motorisés marquant les 65 ans d'indépendance du Tchad. Si la ferveur populaire et l'organisation ont été au rendez-vous, l'absence de délégations venues des États étrangers n'a échappé à aucun observateur. Ni du côté des partenaires traditionnels, ni du côté des alliés régionaux, aucun dirigeant de premier plan n'a foulé le tapis rouge de la place de la nation, contrairement aux précédentes éditions où les figures politiques africaines et internationales ont été représentées en renforçant le prestige de l'événement. Cette absence soulève des interrogations sur l'état actuel de la diplomatie tchadienne. Situé au carrefour stratégique du Sahel et de l'Afrique centrale, le pays a longtemps été considéré comme un partenaire incontournable en matière de sécurité régionale, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Selon certains analystes, la transition politique en cours conjuguée aux défis internes liés à la sécurité, à l'économie et à la gouvernance pourrait expliquer un certain recul de l'engagement direct des partenaires étrangers dans les grandes cérémonies officielles. D'autres y voient plutôt un signe d'attente, voire de prudence de la part de certains pays dans un contexte régional marqué par l'instabilité et le repositionnement stratégique. Si aucune déclaration officielle n'a été faite sur ces sujets, l'absence remarquée des dirigeants étrangers pourrait être interprétée comme un signal diplomatique. Elle met en lumière la nécessité pour N'Djamena de consolider ses alliances et de réaffirmer son rôle dans les grands dossiers régionaux au moment où le Sahel traverse une recomposition géopolitique profonde. Quoi qu'il en soit, sur le plan national, la commémoration a tenu toutes ses promesses en termes de mobilisation et d'organisation militaire. Mais cette édition restera marquée par cette question en suspense. À quoi ressemble aujourd'hui la place du Tchad dans le concert des nations, 65 ans après son indépendance ? Alors que les institutions chargées de la lutte contre la corruption se succèdent au Tchad, ce fléau, parmi d'autres, continue de prospérer. Lors de son discours à la nation à l'occasion du 65e anniversaire de l'accession du Tchad à l'indépendance, le président de la République a souligné la nécessité d'unir les efforts de l'autorité indépendante de lutte contre la corruption, de la Cour des comptes et de la justice pour éradiquer cette pratique. Les enjeux de développement au Tchad dépassent les seules questions de la corruption. La lutte contre la corruption repose-t-elle uniquement sur la détermination de ces trois institutions? Une analyse de Pafing Djanré-Omer. L'autorité indépendante de la lutte contre la corruption, la Cour des comptes et la justice doivent unir leurs efforts pour mettre fin à cette pratique. C'est l'un des pépites du message du président de la République Mahamat Idriss Déby Itno à la nation à la veille de la commémoration du 65e anniversaire de l'accession du Tchad à l'indépendance. Ce fragment de son discours considéré par les pratiquants de la corruption comme un ramage redondant a retenti comme un cri d'alarme. Mais cette injonction est orientée vers l'autorité indépendante de lutte contre la corruption, la Cour des comptes et la justice. Sans attaquer la corruption à sa racine, la politique, l'art de salir les mains selon la conception de l'écrivain français Jean-Paul Sartre serait l'instrument servant à activer cette pratique. Mettant tous les secteurs du pays ou les entités sous son emprise, la politique a germé le népotisme et entretient la corruption. Elle fleurit sans vergogne dans l'éducation, la santé, l'administration, les services publics et privés. Que peut le trinôme autorité indépendante de lutte contre la corruption, la Cour des comptes et la justice devant un phénomène dont les racines sont profondes et a infecté tout le peuple tchadien? Lors des cérémonies de rétrocession des engins, l'AILC n'a daigné publiquement indiquer que les auteurs de détournement des biens de l'État sont traduits en justice.
Comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, les administrateurs, les gouvernants, les élus locaux, la liste n'est pas exhaustive, ont le défaut de commencer la charité par les autres. Nommé élu, le Tchadien applique sévèrement la gouvernance par sa famille, ses proches parents, ses amis. On a assisté à la désertion des militants de tel ou de tel parti politique dont le président national a illégalement introduit le nom d'un membre de sa famille parmi les employés de l'institution dans laquelle il travaille. On a récemment entendu le bruit dénonçant de tels cas du côté de l'Assemblée nationale. Voilà les pratiques sur lesquelles est fondé notre système de gouvernance. Pour éradiquer cela, il suffit d'une réelle volonté politique et non des discours. À Bangor, la Caisse nationale d'assurance santé poursuit son opération lancée en juin dernier pour prendre en charge les personnes économiquement démunies dans le district sanitaire de Bangor. Notre équipe s'est intéressée à l'évolution de ce programme. Voici son reportage. Un tour dans les formations sanitaires nous a permis de savoir plus sur l'évolution et le processus de la couverture santé universelle. Le directeur des systèmes d'information de la Caisse nationale d'assurance santé, CNAS, Oumar Adoum Atimer, en mission dans le district sanitaire de Bangor, a indiqué que l'opération avance de manière satisfaisante avec un nombre croissant de bénéficiaires déjà enregistrés et pris en charge dans les structures sanitaires partenaires. Bon, vous savez, au niveau de la Caisse nationale d'assurance santé, nous sommes vraiment soucieux que nos activités se déroulent de la meilleure des façons. Donc pour cela, nous effectuons actuellement une mission pour descendre sur le terrain afin de voir d'abord au niveau de centres de santé avec lesquels nous avons conventionné, est-ce que les assurés sont en train de venir et de commencer la prise en charge, comment l'accueil se fait, etc. Mais aussi, nous voulons travailler avec la communauté pour réitérer nos missions, pour qu'ils comprennent au mieux nos missions et qu'ils nous aident à identifier les vrais démunis. Donc, nous sommes venus dans ce but-là. Sur le terrain, un responsable de centre de santé de Bariam, Paka Balé, a témoigné qu'il accueille déjà les assurés et que cette initiative permet de réduire considérablement les difficultés d'accès aux soins pour les plus vulnérables grâce à la prise en charge quasi totale des frais médicaux. La couverture santé universelle aura de l'impact. Pourquoi? Je dis ça parce que effectivement, vous savez que la santé, on dit la santé, d'abord la santé. Alors, ceux-là, il y a vraiment des gens qui n'ont pas de moyens pour se présenter au centre de santé. Et ils se font, quelquefois, ils sont obligés de jeter derrière les choucous pour prendre des comprimés qui ne peuvent même pas les traiter. Maintenant avec cet appui que l'État a intervenu. Parce que je dirais que l'État a vu les choses jusqu'à la racine. À la racine, pourquoi? Parce que ces démunis, quand ils n'ont pas de revenus, n'ont rien pour se prendre en charge, voilà, l'équivoque est déjà levé. L'un des assurés en situation de précarité qui a été pris en charge exprime sa gratitude. La CNAS entend poursuivre et renforcer cette campagne afin que davantage de personnes défavorisées bénéficient de ce dispositif dans le district sanitaire de Bangor et au-delà. Chaque année, le 12 août, le monde célèbre la Journée internationale de la jeunesse. Cette journée a été proposée lors de la conférence mondiale des ministres de la jeunesse en 1998 et a été officiellement instaurée par l'Assemblée générale des Nations unies le 17 décembre 1999. Cette initiative vise à mettre en lumière l'influence et le potentiel des jeunes. Le reportage de Hassan Iseka. Action locale des jeunes en faveur des objectifs de développement durable et au-delà. Ce thème de l'édition 2025 de la Journée internationale de la jeunesse met l'accent sur le rôle essentiel des jeunes comme acteurs clés du développement durable et de la gouvernance participative. Il invite également à réfléchir aux sacrifices consentis par la jeunesse et à son combat constant pour l'égalité, la liberté et la justice sociale. Le secrétaire chargé de la jeunesse, de la culture et des sports au Conseil national de la jeunesse
jeunesse tchadienne Abdallah Mohamed Saleh estime que cette célébration reste méconnue de nombreux jeunes au Tchad. Il lance ainsi un appel pressant aux partenaires et plaide pour une unité nationale renforcée. Et à travers cette fête, je lance aussi un vibrant hommage et l'autre plaidoyer au niveau des zones d'organisation, les partenaires, pour financer vraiment cette fête, donner vraiment de l'importance à cette fête. Si cette fête est vraiment encouragée ou bien connue par la jeunesse tchadienne, et ça serait vraiment un terrain ou bien je peux dire quelque chose de vraiment crucial que la jeunesse va relever les défis au niveau international et aussi au niveau national. Étant donné que le monde s'engage dans la première ligne droite vers 2030, la Journée internationale de la jeunesse 2025 appelle à des investissements concrets dans des politiques et programmes inclusifs capables de valoriser les actions locales des jeunes au service des objectifs de développement. Ce 12 août, c'est aussi la journée mondiale des éléphants, nous dit Adam Brahim Kamis. La journée mondiale des éléphants est initiée pour attirer l'attention de la communauté internationale sur les menaces croissantes auxquelles les éléphants sont confrontés et appeler à leur protection en vue de leur préservation. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, les éléphants existent sur notre planète sont toutes inscrites sur la liste rouge des espèces menacées. L'éléphant de savane d'Afrique et l'éléphant d'Asie sont en danger d'extinction, tandis que l'éléphant de forêt d'Afrique est encore plus menacé. Il est en danger critique. Les facteurs qui entraînent la disparition de ces animaux sont variés et dépendent d'une région à une autre. Le braconnage pour l'ivoire, la perte de leur habitat due à l'expansion humaine et le conflit entre humains et l'éléphant. Qu'ils soient d'Afrique ou d'Asie, les éléphants jouent un rôle important dans leur écosystème en tant qu'espèce dite ingénieure. Ils modifient leur environnement de manière à favoriser la biodiversité en déracinant des arbres pour se nourrir. Ils créent des clairières qui permettent à d'autres espèces de prospérer. Cette journée dédiée aux éléphants est un moment clé pour sensibiliser le public et inciter chacun à agir pour protéger ces espèces en voie de disparition. Faisons un tour dans l'actualité internationale avec ce résumé que nous propose Marushka Cécile. Le Rwanda a qualifié lundi les allégations de l'ONU de fausses, affirmant que ses forces n'auraient pas participé aux côtés des groupes rebelles au massacre de plusieurs centaines de civils dans l'est de la République démocratique du Congo. Le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, s'appuyant sur des témoignages directs, a rapporté que les rebelles du M23 ont tué au moins 319 civils lors d'une série d'attaques menées contre 4 villages de la province du Nord Kivu en juillet dernier. Par ailleurs, plusieurs rapports de l'ONU ont dénoncé l'implication du Rwanda, l'accusant d'envoyer des milliers de soldats, des véhicules blindés et du soutien logistique aux rebelles du M23. Kigali, quant à lui, a fermement rejeté ces allégations. La persistance des violences menace de compromettre les efforts en cours pour amener le Congo et les groupes rebelles à négocier un accord de paix définitif d'ici le 18 août. Les dirigeants d'États membres de l'Union européenne ont souligné ce mardi l'importance pour les Ukrainiens de pouvoir définir leur avenir. Cette déclaration intervient à 3 jours de la rencontre prévue entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine. Nous, les dirigeants de l'Union européenne, exprimons notre reconnaissance envers les efforts du président Trump visant à mettre un terme à la guerre d'agression de la Russie en Ukraine et à instaurer une paix juste et durable pour ces pays. Il est essentiel que les Ukrainiens puissent exercer pleinement leur droit de décider de leur avenir, souligne le document. Par ailleurs, le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rencontrera mercredi avec des dirigeants européens ainsi que Donald Trump. Une large portion de l'Europe souffre de la sécheresse pour le 4e mois consécutif. En juillet dernier, environ 52% des sols européens et des côtes méditerranéennes étaient touchés par ces phénomènes. Ce taux de 52%
constitue le chiffre le plus élevé observé pour un mois de juillet depuis le début des relevés en 2012, surpassant le 21 points la moyenne des années de 2012 à 2024. La sécheresse dans la région a enregistré des niveaux mensuels sans précédent chaque mois depuis le début de l'année. L'indicateur de sécheresse de l'Observatoire du programme européen Copernicus, fondé sur les observations satellitaires, intègre 3 paramètres: les précipitations, l'humidité des sols et l'état de la végétation. Celui-ci se décline en 3 niveaux de sécheresse: surveillance, avertissement et alerte. Dans plusieurs pays, la proportion de sols en situation d'alerte a considérablement augmenté. À Gaza, le Premier ministre israélien déclare que l'armée de la défense d'Israël a déjà pris le contrôle d'environ 75% de la bande de Gaza. Par ailleurs, il rejette les accusations selon lesquelles Israël aurait adopté une politique de famine. Dimanche, un journaliste éminent d'Al Jazeera a été tué avec 5 de ses collègues lors d'une frappe aérienne israélienne ciblée. Cette attaque a engendré une condamnation au sein de la communauté internationale, y compris de l'ONU et l'Union européenne. Un porte-parole de l'ONU a affirmé que ces meurtres récents soulignent les dangers extrêmes auxquels sont confrontés les journalistes engagés dans la couverture du conflit à Gaza. Il a également appelé à la mise en place d'une enquête indépendante. Au Kenya, l'éléphant évolue dans la région montagneuse de Taita Taveta. En parcourant ces territoires, ils se nourrissent de la végétation, arrachant feuilles des arbres et des buissons sur leur chemin. Pour sustenter un animal de cette taille, il faut un volume considérable de nourriture. Un éléphant d'Afrique adulte peut absorber jusqu'à 150 kg ou plus de végétation par jour. Cet appétit peut les mettre en conflit avec leurs voisins humains. Lorsqu'ils cherchent de la nourriture en empruntant des routes transmises de génération en génération d'éléphants. Ils pillent les cultures et à l'occasion blessent ou tuent des personnes. Des agriculteurs tels que Gertrude et Jakim se battent contre les éléphants sauvages depuis plusieurs décennies. Ces animaux envahissent fréquemment leurs terres et se nourrissent des plantations entre octobre et janvier avant de migrer vers d'autres zones en février. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Tchad 24 International. À demain.